Le papier est collé là. Voilà, merci à tous ceux qui ont présenté avant. Je vais également aller très très vite, parce qu'il faut que je laisse du temps à d'autres pour pouvoir parler. Voilà, lorsque j'ai lu le thème de cette conférence, qui consiste à vous demander est-ce qu'on peut conduire le Cameroun vers la démocratie, sans des effusions de sang, je me suis dit comment je vais rentrer dans cette histoire, parce que c'est un vaste problème. Et j'étais aussi content parce que ce thème-là fait partie des choses sur lesquelles je réfléchis en ce moment. Je suis en train de réfléchir sur les fondements du pouvoir politique en Afrique subsaharienne. Et je me suis dit, si on commence en Afrique précoloniale, on verra qu'en Afrique subsaharienne, dans nos chefferies traditionnelles, nous avons des systèmes qui sont tous esclavagistes. Des systèmes avec la guerre qui joue un rôle de reproduction sociale, parce qu'on fait des esclaves, qui ont des esclaves qui font des enfants, des esclaves qui travaillent dans les champs, des esclaves qu'on mobilise pour faire la guerre. Donc, nous avons déjà, dans nos cultures traditionnelles, cette violence qui joue un rôle de régulation du champ politique. Ça, c'est au niveau de l'Afrique précoloniale. Mais je me suis dit, le thème, je ne vais pas me situer au niveau de l'Afrique précoloniale, il faut que je le ramène au niveau de l'Afrique moderne. Et j'ai pris cette image, et je me dis que l'Afrique, telle qu'elle est née en tant que construction politique moderne, c'est cette image, c'est la conférence de Berlin. La conférence de Berlin qui est tout simplement cette réunion organisée par un ensemble de grandes puissances, y compris l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que ces grandes puissances sont en train de se battre en Afrique pour faire la colonisation. Elles commencent à se marcher sur les pieds. Donc des situations de guerre apparaissent. Alors ces grandes puissances se réunissent pour dire, mais nous sommes quand même intelligents, nous pouvons bien nous partager ce gâteau sans nous faire la guerre. Donc vous voyez que c'est la violence qui permet la naissance d'une institution. Pourquoi? Pour mieux gérer la violence. Non pas la violence qu'ils font sur les peuples colonisés, mais la violence qui commence en tête entre eux. Donc la violence est fondatrice. La violence permet non seulement la naissance des institutions, mais elle permet également à des institutions de naître pour mieux gérer cette violence. Donc cela nous permet de voir que l'Afrique moderne, politiquement parlant, même territorialement parlant, l'Afrique est une invention d'une institution de violence. Et cette violence-là s'est inscrite après dans son ADN politique. Donc ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en analysant le Cameroun par les émeutes de 2008, n'est tout simplement que le résultat d'un long processus qui marque déjà la violence dans les gènes de la vie politique africaine. Et si nous regardons les révolutions arabes, mais on se rend compte que ce qui catalyse la révolution, le printemps arabe, mais c'est un garçon qui s'immole. Donc c'est un acte de violence qui catalyse le changement social. Donc le changement social est lui-même violent, et la violence joue aussi un rôle fondamental dans le changement social. Ça, ce n'est pas seulement propre à l'Afrique, c'est propre à l'humanité. Et vous voyez ici cette image que montre la famille de ce garçon qui est devenu le symbole des révolutions du printemps arabe. Donc on se rend compte que la violence, non seulement permet de fonder des institutions pour mieux réguler les rapports sociaux qui sont intrinsèquement violents, mais la violence permet également de faire naître des institutions pour mieux gérer cette violence. Et voilà, je me suis dit, je vais donc vous entretenir sur le thème violence et politique, le cas du Cameroun. Et j'ai 5 parties. Une première partie où je vais essayer de vous montrer comment quelques grands esprits ont parlé de la violence concernant l'état de nature. Une deuxième partie où je vais essayer de vous montrer comment est-ce qu'on peut expliquer la violence à partir du biologique et à partir de l'institutionnel. Une troisième partie où nous verrons ce que j'appelle la violence fondatrice, parce que le but fondamental de ce que nous faisons, c'est de savoir quel est le destin politique que nous donnons à la violence au Cameroun. Quel est le destin politique des souffrances qui résultent de la violence. Qu'en faisons-nous? Ce sera donc la dernière partie. Et avant ça, je vous parlerai du Cameroun comme type idéal d'une violence fondatrice, non pas d'un ordre politique démocratique, mais d'un ordre politique dictatorial. Voilà. Le premier esprit, c'est Thomas Hobbes, qui nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais il nous dit, nous sommes dans l'état de nature. L'état de nature, c'est un état de violence perpétuelle. Pourquoi? Parce que les individus sont mus par un ensemble de passions. Les passions que nous voulons accumuler, dont nous faisons la guerre pour l'accumuler. Nous voulons être célèbres, nous faisons la guerre pour être des gens connus. Et nous sommes également dans une situation de défiance. Donc, pour Thomas Hobbes, l'état de nature est un état de violence perpétuelle. Et les gens ne peuvent être en paix que s'ils sortent de cet état de nature en acceptant le Léviathan. Et c'est le Léviathan qui nous permet tout simplement donc d'expulser nos pulsions de mort
afin que nous puissions vivre en paix grâce à un État qui va réguler justement donc, cette violence perpétuelle de l'état de nature. Ça, c'est ce que dit ce grand esprit. Et puis, il y a un deuxième grand esprit que j'aime beaucoup, qui lui est Rousseau. J'aime beaucoup Rousseau parce qu'il est autodidacte, très intelligent. Ça montre que pour écrire des choses intelligentes, il ne faut pas automatiquement aller à l'université. Rousseau est autodidacte, mais il a écrit des trucs qui sont jusqu'aujourd'hui étudiés à l'université. Et ce monsieur lui dit, mais Thomas Hobbes, vous êtes trompé. Vous êtes en train d'étudier l'homme de la société. Ça, ce n'est pas l'homme de l'état de nature. Dans l'état de nature, ben, nous avons un être naturel qui est en paix perpétuelle. Pourquoi? Parce qu'il est solitaire, parce qu'il est craintif, et parce qu'une fois qu'il a mangé, une fois qu'il a eu sa dose de sexe, ben, il est calme. Il n'attaque personne. Ça, c'est ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Donc, il dit, mais Thomas Hobbes s'est trompé. L'origine de la violence et du mal, ce n'est pas l'état de nature, c'est la société. C'est la société qui crée la violence. Et comme cette société crée la violence, c'est aussi à elle de résoudre le problème de la violence par le contrat social. Donc voilà ce que Jean-Jacques Rousseau dit. Et si je sors de ces grands penseurs, je reviens maintenant à l'Afrique. Je suis en train d'écrire un livre, je fais un peu la pub, qui est déjà sous presse, et où je parle de l'imaginaire du Mvet, ce qu'on appelle le Mvet, si vous connaissez un peu l'Afrique centrale. Le Mvet qu'on retrouve au Cameroun, qu'on retrouve en Guinée équatoriale, qu'on retrouve au Gabon, qu'on retrouve à RCA, qu'on retrouve au Congo-Brazzaville. Et le Mvet, c'est quoi? Ben, le Mvet, c'est un instrument, c'est une forme de guitare traditionnelle. Et le Mvet, c'est la parole des origines. C'est un imaginaire qui montre tout simplement, donc, qui déclame les épopées bantoues. Donc, ce qu'on appelle le Mvet, c'est à la fois l'instrument, c'est à la fois les épopées déclamées, mais c'est aussi le joueur du Mvet, qu'on appelle Mbomvet dans ma langue, c'est-à-dire joueur de Mvet. Et ce Mvet dit quoi? Ben, lui nous donne tout simplement un imaginaire bantou du Big Bang. Le Big Bang qui est cette explosion des origines, ceux qui ont fait un peu de physique, et qui donne naissance à l'univers, qui ne fait que s'agrandir au fur et à mesure. Le Mvet nous dit qu'il y a deux ethnies. Il y a une ethnie des immortels et il y a une ethnie des mortels. Et ces deux ethnies se font perpétuellement une guerre de titans pour la conquête des femmes, pour la conquête des ressources, pour la conquête de l'espace. Donc le Mvet, même dans l'imaginaire bantou, montre que la violence est au centre des rapports sociaux. Et nous allons voir comment est-ce que cette violence donne naissance aux institutions pour mieux la réguler et pour mieux la faire. Donc, qui a donc raison entre Thomas Hobbes, entre Jean-Jacques Rousseau et entre le Mvet de Bantou? On se rend compte que Rousseau a raison en partie. Parce que lorsque nous regardons ce jeune Africain, il a un treillis sur lui, il a une Kalachnikov, mais ça veut dire que ce n'est pas la nature qui a créé la Kalachnikov. Ce n'est pas la nature qui a créé l'uniforme armé. Ça veut dire que la violence est créée par la société. Ça, c'est ce que dit Rousseau. C'est la société qui crée la violence parce que l'homme naturel, lui, il est bon. Et c'est la société à résoudre. C'est à la société à résoudre cette violence. Donc Rousseau a en partie raison. Mais Thomas Hobbes a également en partie raison. Pourquoi? Parce que lorsqu'on étudie, lorsque les biologistes font leurs études, lorsqu'on fait l'anthropologie biologique, lorsqu'on fait l'anthropologie évolutionniste, mais on se rend compte qu'elle a 98% des gènes identiques avec ce cousin. Et ce cousin, ces mêmes études montrent qu'ils s'organisent en groupe pour conquérir l'espace, pour conquérir les femelles et pour conquérir les ressources. Et ils se font la guerre entre eux. Ça veut dire que biologiquement parlant, nous sommes déjà prédisposés, capables de faire de la violence. Donc il y a une partie de la violence qui s'explique par le fait que dans nos gènes, nous sommes déjà prédisposés à faire ainsi comme le fait tout simplement donc, notre ancêtre. Donc ce qui veut dire que Thomas Hobbes a raison, naturellement, nous sommes déjà prédisposés aussi. Mais ça veut également dire que le Mvet des Bantous voit juste. Parce que le Mvet des Bantous, il nous dit justement que ces deux ethnies ne font rien d'autre que la violence pour la conquête de l'espace, la conquête des ressources, la conquête des femmes. Donc vous voyez, on arrive à la conclusion que la violence a une dimension biologique. La violence a également une dimension sociologique, c'est que la société construit, et la violence a une dimension imaginaire, comme le fait le Mvet des Bantous. Et cela m'amène donc à une question qui me pousse à la deuxième partie de mon exposé. Quelles sont donc les formes de violence et à quoi servent ces formes de violence? Et voilà ce que j'appelle la violence fondatrice, la deuxième partie de cet exposé. Regardez un peu cette carte qui vous montre les zones de guerre en Afrique depuis 1960. Vous remarquerez qu'au niveau du Cameroun, il n'y a pas une étoile. Non. Voilà. Ce qui veut dire qu'après 1960, il n'y a pas eu de violence au Cameroun. C'est une grosse aberration.
Ça veut dire tout seulement que notre étoile, on l'a déjà eu avant les indépendants, ça veut aussi dire que notre pétard nous attend devant. Parce que c'est ça que ça veut dire. Autrement dit, au niveau de cette carte, on se rend compte que la violence a tout simplement d'engrainer l'Afrique, d'où vous voyez l'ADN violent tout simplement dans la conférence.